Remember Me, c'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui se passe à Néo-Paris en 2084, dans un monde où les souvenirs ont été numérisés par un réseau social qu'on appelle Memorize. Et dans ce monde, on va incarner Niline, une chasseuse de souvenirs d'élite qui a le pouvoir de voler vos souvenirs ou changer vos souvenirs pour vous changer vous et peut-être changer le monde. Et Niline, on a effacé sa mémoire au début du jeu, à la prison de la Bastille, et toute sa quête va consister à récupérer cette mémoire, cette identité, pour savoir, pour redécouvrir qui elle était. L'envie à la base de faire ce projet part de Hervé et Oscar. On était prêts, on était mûrs. Et donc, comme dit Oscar, on a eu une discussion sur un balcon. Et donc, Oscar disait, bon, t'aurais pas un projet, toi? Je dis, bah si, j'en ai un. Un projet qui correspondait assez bien à l'ère du temps, à la dérive. C'était un projet dont le nom de code était Adrift. Ça partait d'une idée sur la dérive d'un père de famille. Pour moi, le déclencheur, ça a été Oscar qui m'appelle, qui me dit « Viens, on va parler d'un nouveau projet ». J'étais, j'allais dire là comme ça, un petit peu réticent, normal, mais pas tant que ça, puisque je me suis dit « Allez hop, on y va banco ». Et c'est là qu'Alain Damasio est arrivé, en fait, parce qu'il connaissait Alexis. Je dis « C'est quoi le thème? Ça parle de quoi ?» Il me dit « Bah, c'est dans le futur, Paris inondé. » Donc je me dis, bon, la dérive, ça me plaisait pas mal. J'ai poussé l'idée de réalité augmentée en me disant, bah ok, on augmente la réalité, mais si on augmente la réalité, ça veut dire qu'on peut l'enregistrer. Et est-ce que c'est pas plus intéressant de partir de l'idée d'une technologie comme ça, capable d'enregistrer chaque moment? D'en faire des souvenirs, des petits fichiers qui vont pouvoir échanger. Et au début, je me souviens, on était sur ce bout de carton avec Jean-Max. Il me dit, mais remix, memory remix, tu vois. Et c'est là qu'est né le truc clé de dire, on va remixer la mémoire. En fait, c'est ça. Le gameplay, ça va être ça. Imaginons que je vive dans cet univers avec ce paradigme-là, ma mémoire, chacun de mes souvenirs peut être numérisé. Qu'est-ce qui se passe? Quelle économie on a? Quel est le type de société? Quelle révolte ça génère? Donc voilà, on a constitué comme ça ce qu'on a appelé la Bible narrative, qui est un gros document qui fait un petit peu plus de 1000 pages. Donc à cette époque-là, on a un Néo-Paris 2084 complètement inondé, où Niline pourra se déplacer avec son wakeboard, donc une espèce de planche de surf qu'elle a collée sous ses pieds, aimantée sous ses pieds. Et on avait tout un gameplay de poursuite de véhicules très différent du jeu actuel. Entre-temps, grâce à nos investisseurs, on a pu monter des protos. À l'été 2009, on finalise une vidéo démontrant notre gameplay principal, qui était le combat, qui dure à peu près 1 minute 30. On a vu que Sony, c'était vraiment le partenaire qui, au final, était le plus intéressé par ce qu'on faisait. Donc on était sur un jeu d'action-aventure, ils nous ont demandé d'aller vers plus de RPG. Donc hop, on s'est dit, ouais cool, du RPG, un petit peu plus. Des nouveaux programmeurs sont arrivés, des nouveaux game designers sont arrivés assez rapidement. On est monté à une trentaine, quarantaine de personnes, je pense, au bout de 6 mois. Donc après la signature, Sony nous a demandé de monter un niveau complet. Donc l'objectif de ce niveau-là, c'était d'avoir 20 minutes, une demi-heure de jeu. Et notre niveau, donc celui qui démontrait nos mécaniques action RPG, c'était le niveau qu'on appelle maintenant Saint-Michel en interne, mais c'était une mission en fait où on devait aller voler un souvenir dans la tête d'une architecte. Donc on pouvait choper des missions secondaires, on pouvait voler des souvenirs un petit peu dans la tête de tout le monde. Donc là on a poussé certains curseurs en production, mais on est quand même assez satisfait du résultat de ce mix entre l'ancien parisien avec un petit bâtiment typique et une projection vers le modernisme. Après, il y aura encore d'autres étapes de modification sur Niline où on doit faire d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est Niline telle qu'elle a été prévue à cette étape du projet et acceptée par notre éditeur à cette date. Ce qu'on a essayé de faire avec Niline, c'est vraiment d'en faire un glitch, un bug dans la matrice de Memorize. C'est vraiment le grain de sable qui va venir dérégler tous les plans bien huilés de Memorize, l'entreprise contre laquelle elle se bat.
Et cette notion de bug, c'est quelque chose qu'on décline ensuite à travers tous les pans du jeu, et notamment en termes de graphisme, avec ces sautes à l'écran qu'on retrouve très souvent à travers tous les effets visuels du titre, et également en termes de musique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des glitches dans la musique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un son de violon sur une pédale comme ça, eh ben, on va avoir... Son design a principalement été influencé par deux choses qui sont son univers et son gameplay. Justement, il faut que le personnage il soit fort au niveau visuel, mais il faut que son look, sa représentation en fait corresponde à ses capacités ou à ce qu'elle fait dans le jeu. Si on revient à la préhistoire du projet, il y avait toute l'adéquation avec le wakeboard et une démouture assez avancée. Elle avait encore des éléments qui la rendaient trop space opéra. C'est un petit peu une tenue de combat futuriste. Sa tenue manquait vraiment de référent réel. On aurait dit un petit peu un space suit en espèce de coque de matériaux non reconnaissables. Nous, on voulait justement un travail. La réalité augmentée apparaisse comme une interface de tous les jours. Casser un petit peu la routine cyclique de ces codes justement graphiques qui sont toujours les mêmes. Et là, l'idée au niveau de l'ergonomie, justement, c'était d'évacuer tous les effets stylistiques, on va dire des années 80, avec des 0 et des 1, le côté un petit peu trop geek, et de revenir vraiment à l'essentiel et de penser en termes d'ergonomie et de lisibilité. Toute notre aventure, elle se passe dans la même ville, à Néo-Paris, et un de nos enjeux principaux en termes de développement, c'était d'offrir aux joueurs une expérience de jeu large avec des types d'environnements vraiment différents. Et là, le fait de commencer à réfléchir à des espaces virtuels, des espaces de stockage de tous ces souvenirs, ça nous permettait d'ouvrir une nouvelle porte et de créer des environnements sur lesquels la physique réelle avait encore moins de prise et quelque part, on pouvait délirer, aller encore plus loin et proposer des choses vraiment étonnantes. Finalement, en fait, pour aller dans le sens du gameplay et du développement, c'est devenu des espèces de... On a essayé de se focaliser sur le combat, puisque le combat, en fait, c'est un élément de game design qui est au cœur du jeu. Et du coup, voilà, il y a beaucoup plus de combats dans ces espaces-là, où on combat des avatars, des représentations digitalisées numériques d'autres ennemis. Ça, c'est un peu notre spécificité, c'est d'avoir un combo lab, c'est-à-dire la possibilité pour le joueur de fabriquer ses propres combos, ses propres enchaînements. C'est-à-dire qu'on a 4 combos qui sont comme 4 armes qu'on aurait dans un jeu d'action-aventure et on va les customiser au fur et à mesure. Ce que j'ai voulu faire vis-à-vis de la musique, c'est que dépendant de comment le joueur approchait le combat, appréhendait le combat, et ben la musique allait suivre ses choix. Ensuite, s'il décide par exemple de faire un overload, il chope le mec. Voilà, ça illustre ce qui se passe, et il repart en combo. En fait, dans notre contrainte de design, il y avait la fonction de base en fait du personnage et le fait qu'ils étaient censés au tout début se bastonner en fait qu'avec les poings et qu'avec les pieds. Ouais. Et en gros, à la base, on avait des espèces de boxeurs du futur avec... on avait un truc qui était bizarre quand même. Le fait qu'ils combattent avec les poings et les pieds, en étant une force d'intervention, ils étaient un peu décalés, je trouve. Et du coup, on a travaillé sur les animations, tu as vu ces personnages 100 000 fois, et là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient et qui te remarque en fait qu'au niveau graphique, il y a une espèce d'élément qui ressemble à un soutien-gorge. Et une fois que tu l'as vu, en fait, que tu l'as relevé, tu vois plus que ça, quoi. Ce sont vraiment des ennemis qui ont beaucoup d'importance dans Remember Me et qui ont gagné de l'importance au fil du développement. On les appelle les Enforcers et c'est la police privée, en fait, la face officielle de Memorize, l'entreprise contre laquelle Nilin se bat. Donc en février 2011, Sony vient nous voir et nous annonce qu'il décide d'arrêter une dizaine de projets dans le monde et malheureusement on en fait partie. Et là, c'était nerveux, quoi. On s'est mis à rigoler comme des abrutis, quoi. Disant, bon, bah, les gars, voilà, c'est fini avec Sony, on vient d'être killés. Quand on s'est retrouvé sans éditeur, déjà, il y avait potentiellement moins de sous, donc il fallait faire des choix de raison. Et en plus, on avait l'opportunité, il fallait pas qu'on attende trop longtemps pour la saisir, de revenir à notre vision initiale. Même si, encore une fois, le RPG, c'est pas quelque chose dont on a senti que ça nous était imposé. Cette contrainte budgétaire et temporelle cruciale, je trouve sont nées beaucoup de choses, parce que tout à coup on n'avait plus le choix, il n'y avait plus de place pour se dire on aura le temps, on va réfléchir, on va voir. Là il fallait être précis, il fallait pas hésiter à trancher. Comme tu peux voir là, c'était qu'on n'était pas du tout satisfait
du rendu, du feeling en jeu qu'on avait avec cette version. Donc on s'est dit on va vraiment ramener un élément actuel fort qui permettra une identification. C'est l'idée c'était justement le jean et le petit t-shirt sobre. Le jean c'est un textile qui a été créé à la fin du 19e, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et du coup l'optique, la réflexion derrière, c'était appliquer la même démarche. Et même si on est en 2084, Nilin pourrait toujours porter un jean, même s'il est un petit peu modifié, même s'il y a des trucs un petit peu plus hype ou design dans la structure, dans les coutures ou ce genre de choses. Et c'est la même chose pour le monde en fait, en termes de conception. Si ton monde il est trop baroque, il est trop décoré lurel, il y a aussi de fortes chances que tu perdes ton public, ou en tout cas que tu perdes la connexion que tu peux avoir avec ça. Alors on s'est dit on va reprendre les codes vraiment cyberpunk, on avait les inspirations Blade Runner, on avait les inspirations forcément de la ville de Paris, où on avait toutes nos photos ref et on disait comment mixer le look parisien avec de la science-fiction de prospective. Il y a beaucoup de recherches, que ce soit sur les matériaux qu'on réutilise ensuite, les matériaux des rideaux de fer, les designs des portes. Donc là, par exemple, on a un set de fenêtres qui vient s'adapter parfaitement à la géométrie. Et la géométrie brute, qui, tournée de toutes les façons, donne des façades différentes. Voilà. Donc du coup, avec cet objet-là, j'ai pu créer des décors entiers. Là, tout ce que tu vois là au niveau du décor, c'est fait avec un seul module de favelas. En gros, on va dire que ceux qui habitent dans les bas quartiers ne l'ont pas forcément choisi, ils y sont retrouvés parce que la ville a été en grande partie détruite et qu'elle est en phase de reconstruction et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Dans les quartiers plus résidentiels, ce qu'on appelle le Mid-Paris, on a principalement affaire à des gens qui ont une vie stable et tranquille. Et enfin, ce qu'on va appeler le High Paris, c'est le Paris du futur. C'est-à-dire que ce sont des endroits comme la Tour Memorize où on va essayer d'amener ce que pourraient être les sociétés du futur liées à la mémoire. Donc là, on venait de passer 6-7 mois sans éditeur, mais on avait énormément de matériel à montrer, des vidéos, des phases de gameplay, des phases de jeu, et on décide d'aller à la Gamescom avec toutes ces choses pour les montrer aux éditeurs. On a signé avec Capcom et on est tous très contents. C'est une nouvelle qu'on a, voilà, ça va être Noël. C'est une nouvelle qu'on a pu annoncer à l'équipe la semaine dernière. Là, vraiment, c'était waouh, la super euphorie et machin. Bon, mais pendant ce temps-là, il fallait quand même faire le jeu. Là, maintenant, tout de suite, on a l'E3 en visu pour juin. Et en fait, on va présenter cette séquence avec le dropship. On doit montrer une énorme partie de notre jeu. Tout doit être définitif. Les décors, les effets spéciaux, les animations. Toute la partie lighting doit être intégrée et finale. Je m'occupe du lighting sur Remember Me et ça consiste à mettre en lumière des décors 3D, des environnements. C'est une scène que je reçois telle qu'elle. Mon travail en fait c'est de le mettre en lumière. Donc là c'est brut, là c'est une mise en lumière. Et par-dessus on va mettre des artefacts, des petits volumes qui vont agrémenter la profondeur de l'image, un brouillard. Et pour terminer par exemple des effets de réflexion qu'on va retrouver sur l'eau, sur les décors métalliques, etc. Le 3 c'était un petit peu ça, on avait tout préparé, on était prêts, on allait y aller et puis on s'est rendu compte qu'un des trailers qui avait été développé n'était pas au niveau. On ne pouvait pas lancer le jeu avec ce trailer là. Ça a été méga frustrant quoi. Mais bon, on a bien fait la Gamescom juste après. Quand on a eu la réaction du public à une nouvelle IP avec un personnage féminin Néo Paris, avec un gameplay un petit peu fou qui était le Memory Remix, quand on a vu tout le buzz que ça a généré, la validation enfin du bébé qui partait gambader dans les allées du public, ça c'était vraiment extraordinaire. Toutes les cinématiques et tous les Memory Remix ont été faits en motion capture. Jean-Luc avait la vision générale d'une scène. On avait Justin Villiers, un anglophone, qui faisait la direction d'acteur. On avait Carole qui s'assurait que tout était cohérent par rapport aux contraintes techniques, par rapport aussi aux dimensions des plateaux et des environnements dans le jeu. Bâtir un gameplay de remix de la mémoire. L'idée, c'est waouh, c'est génial, et on croit qu'on voit tout de suite ce qu'on va faire. C'est hyper dur. Encore une fois, il y a eu plein d'itérations. On a démarré de très bas, on va dire. Voilà, premier prototype, c'est
C'est moi et mon père, et où on avait mis en scène une séquence assez alambiquée. Ken, vas-y, laisse-moi monter sur la rambarde, s'il te plaît. Non, pas question, tu restes avec moi. Eh ben si c'est comme ça, moi je me casse. C'est un concept tellement fort, je pense, que derrière, pour l'amener à la dure réalité de comment c'est qu'on y joue avec une manette entre les mains, il y a forcément eu beaucoup d'enjeux, beaucoup encore une fois, d'itérations, tout simplement. Et je pense que le problème de fond, c'est qu'on donnait l'impression qu'on était en train de changer le passé. Et on est arrivé, au final, sur un dernier prototype, où en fait on a pris un peu le meilleur de tout ce qu'on avait fait avant. Un souvenir est un peu flou, tu te rappelles pas de tout en fait. Et donc on s'est dit, on va vraiment supprimer ces éléments-là et ne montrer que ce qui est important. Et du coup, en supprimant les murs, notre souvenir devenait la forme d'un petit plateau avec... Petite scénette, comme tu disais, théâtrale, on focalise juste sur l'essentiel, pas le reste. Tout ça a été rempli et donc c'était carton plein et en plus tous les gens à qui on le montrait étaient vraiment extrêmement réceptifs. Les derniers mois de la prod, c'est vraiment le moment où tout devient concret, c'est-à-dire que tout ce qu'on a imaginé au début devient vraiment montrable et compréhensible, enfin vraiment tangible pour tout le monde. Jean-Max attendait d'avoir la musique intégrée, et quand on a intégré la musique, il m'a dit « Enfin, la vision que j'avais du jeu est là ». C'est-à-dire que l'intention que lui avait, il manquait ce quelque chose qui était la musique, justement, quoi. Quand moi, je me disais « Bon, je vais quand même pas aller jusque-là », c'est-à-dire prendre l'orchestre, aller enregistrer un vrai orchestre et le manipuler électroniquement, quand je lui ai proposé ça, il m'a dit « Ah bah oui, ça, il faut le faire, et puis il faut le faire avec un bon orchestre ». Et alors que moi, je lui proposais des idées, à savoir, on va prendre une source acoustique pour en fait capturer le fait que dans le jeu, on part d'une source organique, c'est-à-dire la mémoire, et on la digitalise. Et je lui avais dit, on n'a qu'à enregistrer des instruments, les digitaliser et les manipuler comme ça. Un débutant fidèle à la cause. Oh, et il est ton plus grand fan. Donc on avait vraiment une couleur d'orchestre. Et ensuite de ça, celui qui est venu enregistrer, c'est John Kurlander, c'est celui qui a enregistré la musique du Seigneur des Anneaux. Dernièrement, il a fait Die Hard 5 et World War Z. Il est venu en fait prendre le meilleur de l'orchestre et donc donner au jeu le meilleur enregistrement qu'on puisse avoir. On avait envie de transporter le joueur plutôt que de lui dire attention là, tu vas rentrer dans quelque chose qui se prend au sérieux dans le sens c'est sombre. Voilà. Là, on n'est pas là-dedans, quoi. Prends plaisir à visiter Néo Paris. Encore une fois, on est hyper fiers du résultat et voilà, je changerais rien si c'était à refaire. C'est vraiment une qualité que j'ai adorée chez Jean-Max, c'est qu'il a tenu le concept du début à la fin. Et j'ai envie de dire du tout début sur le morceau de carton jusqu'à la toute fin, on est toujours sur le même thème, Memory Remix, Memory Remix, Memory Remix. Il a rien lâché là-dessus, si tu veux. Sur ces 5 années, jusqu'à ce que le jeu sorte, Remember Me, on a eu des changements de cap fréquents pour du démarchage commercial, suite à signature avec Sony, puis recadrage vers d'autres éditeurs et signature avec Capcom. Donc c'est la vie, c'est pas un long fleuve tranquille dans le jeu vidéo, il faut savoir s'adapter et reconfigurer la production. Et plus tard, dans quelques mois, peut-être qu'on pourra voir un petit peu la masse de travail et d'intensité, d'énergie qu'on y a laissé, quoi. C'est vraiment ça. Cette aventure humaine qu'on a eue entre nous pendant ces 5 années, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'en fait, il y avait qu'à l'extérieur ou qu'à l'étranger qu'on pouvait réaliser ce genre de choses. Et là, le fait d'être arrivé quelque part à créer tout ça, c'est une forme de fierté énorme, quoi. En plus de toutes les petites anecdotes qu'on aurait à raconter, l'aventure humaine, il y a presque un truc familial. Là, je pense en particulier à mes associés, le rapprochement qu'on a eu et toutes les étapes qu'on a dû affronter.